Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette ambiance spéciale Halloween. 2 numéros exceptionnels d'Honor ses trésors. Voilà, à quelques jours d'Halloween, on avait envie de vous inviter avec nous sur ce plateau un petit peu hanté. Alors bon, on va célébrer les fantômes, les lieux hantés. Mais même si on a ce petit décor, ces lumières qui vont maintenant changer parce qu'on a 2 invités en plateau. C'est une mise en scène qui ne rend pas honneur à nos 2 invités, à nos 2 travailleurs enquêteurs du paranormal, Gladys Dubois et Philippe Crétal. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes créateur de l'agence ALRP 2.0, comme ça vous allez pouvoir me dire ce que c'est que ce ALRP 2.0. Eh bien l'ALRP 2.0, c'est l'agence Lille Recherche Paranormale, une auto-entreprise qui est issue d'une association qui était l'association Lille Recherche Paranormale. D'où le 2.0. D'où le 2.0. Eh bien je suis très très heureux de vous avoir tous les deux en plateau. Vous êtes nos 2 spécialistes de l'étrange, on va le dire comme ça. Merci beaucoup. On va vous proposer durant ces 2 soirées de découvrir des lieux qui sont hantés ou magiques avec Théodore Anjon qui sera un petit peu partout, vous verrez. Il a crapahuté dans tout le Nord et le Pas-de-Calais. On va vous proposer aussi de découvrir les meilleures potions magiques pour Halloween. Alors, avant de pousser la porte du phare de Calais, où vivrait le fantôme Marcel, j'ai une petite question à vous poser à tous les deux. Pour vous, quel est le lieu le plus hanté que vous avez pu visiter dans le Nord-Pas-de-Calais ? Alors, me concernant, ça reste dans le Nord-Pas-de-Calais, ça reste le château d'Ardelot. Pour lequel vous aviez livré des conclusions en 2021. Tout à fait, en 2021. Alors, c'est une enquête qui s'est faite en 2 fois. La première avait été d'un calme olympien. La seconde avait été beaucoup plus dynamique, beaucoup plus de résultats, et elle nous avait permis de pouvoir sortir une conférence qu'on avait proposée à ce moment-là au château d'Ardelot. Et on y reviendra. Et pour vous, Gladys, le lieu le plus hanté que vous avez visité ou que vous aimeriez visiter ou vous êtes enquêtrice du paranormal, mais doucement, vous n'avez peut-être pas envie de tout dire. Exactement. Mais si, je vais quand même vous raconter une petite anecdote. Donc, nous avons visité très récemment un lieu dans la métropole lilloise. C'est un fort. Voilà, donc c'est un fort qui est à côté de Lille. Et ce fort, voilà, il y a eu énormément de choses qui se sont passées ce jour-là. Donc on aura prochainement les résultats de votre enquête. Exactement. Entre des lumières qui s'allumaient alors qu'on essayait de les timer aussi, des lumières comme ça qui s'allumaient, qui s'éteignaient, des présences et également des énergies qui ont pu aussi nous jouer de vilains tours. De vilains tours. Alors justement, c'est dans le phare de Calais que des vilains tours aussi se sont joués avec aussi une ambiance et une présence très particulière. Le phare de Calais qui s'inscrit même dans les visites touristiques du Pas-de-Calais, dans une ville, donc dans les traditions populaires. Et on va y retrouver justement Théodore Anjon qui a affronté ses peurs pour découvrir le fantôme Marcel. Bonjour, bienvenue. Bonjour Jérémy, vous n'êtes pas le fantôme je crois, Bien présent. On se retrouve ici dans le phare de Calais, il a été créé en 1848 et c'est un lieu assez mystérieux Jérémy. Revenez avec nous, vous êtes d'Opale Tour, il y aurait un fantôme dans ce phare. On est dans l'entrée, le phare est juste au-dessus de nous et il pourrait y avoir un fantôme qui se balade ici. Alors effectivement, lors de la construction du phare en 1845, on a découvert dans les fondations 2 squelettes, un homme et une femme. Alors, on ne sait pas qui ils étaient exactement, mais c'est de là dont est partie la légende du fantôme du phare. Des anciens collègues ont effectué l'entretien au niveau de la tour tout en haut, et le lendemain, après avoir fermé le phare, ont remarqué une main. Une trace de main, c'est ça ? Une trace de main au niveau des marches de la tour. On sait qu'il y aurait eu un jeune homme qui se serait noyé ici. Nous sommes sur un ancien bastion militaire. On appelle une coulevrine, une des tours des remparts de la ville fortifiée d'autrefois. Donc il y a beaucoup de raisons, un passé assez macabre, j'ai l'impression, qui pourrait expliquer des activités un petit peu paranormales, des présences c'est ça. de l'au-delà, on phare peut dire. est assez riche en histoire. Nous allons fêter bientôt les 177 ans du phare et une longue occupation anglaise, 211 ans d'occupation anglaise à Calais. On va continuer à découvrir. Et ce qu'on peut voir déjà, c'est que pour monter, on a des dessins d'enfants dans le contexte d'Halloween et chaque dessin représente ce fameux fantôme désigné Marcel. Alors dans cette activité dont on parle, l'activité un petit peu paranormale, il y a aussi ce décor assez dans son jus, on va dire, assez décrépit, des murs, la peinture s'en va.
Ça accentue cet aspect un petit peu effrayant, un petit peu surnaturel. Surnaturel, hein. En plus de la peur, parfois du vertige des visiteurs. Alors aujourd'hui, heureusement, le phare est classé au patrimoine historique et protégé depuis 2011. Oui. Ces histoires surnaturelles, paranormales, vous y croyez? Alors moi, je crois à certains événements du surnaturel. Je n'ai pas été témoin directement des événements, mais oui, je pense qu'il y a des esprits ou des phénomènes au phare de Calais. Alors il y aurait des preuves, en tout cas très factuelles. Ça a été réalisé par une association de Calais Paranormal. On va découvrir justement avec Clémence quelles études ont été faites ici pour savoir si tout simplement il y a un fantôme, Marcel potentiellement, qui entrait ces lieux. Et on se retrouve avec Clémence, vous êtes membre de l'association Calais Paranormal. Vous avez fait des expériences, des études dans ce phare de Calais. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que vous avez pu noter par rapport à ce phare? Alors ici, on a eu la chance de pouvoir mener une enquête et venir lors de différents événements. À ce moment-là, on a capté quelques voix. On a eu le plaisir notamment de pouvoir discuter avec une entité qui s'appelle Raphaël. D'ailleurs, sa voix a été captée sur vidéo. C'est ce qu'on appelle un phénomène de voix électronique, PVE, comme on peut l'entendre couramment pour les gens qui suivent les enquêteurs en paranormal. Cette voix, on s'est aperçu que c'est un jeune homme anglais. On entend qu'il nous dit un « help ». Es-tu ici, Raphaël? Oui, non? Vous voulez communiquer avec nous? Suivi d'une seconde voix qui nous fait le son « yeah ». Donc il confirme un petit peu ce qu'on a entendu, parce qu'on a questionné tout au long, à savoir, êtes-vous ici? Y a-t-il quelqu'un qui voudrait parler avec nous? Et on a eu la chance de pouvoir avoir une réponse. Alors avant de déterminer si oui ou non c'est un phénomène paranormal, bien sûr, on est très vigilant à voir s'il n'y a pas eu de parasites, d'autres personnes qui parlaient derrière. Ça, vous essayez d'éliminer tous les éléments rationnels des bruits qui peuvent venir de l'extérieur de la ville, de voitures, de chats, d'animaux. Oui, pour que ça soit crédible. Et en plus, quand on entend ces voix, c'est quand même très particulier. C'est des voix un peu métalliques qui viennent de loin. Ça n'a rien de courant comme vous et moi lorsque nous parlons. C'est vraiment des voix très différentes. Les preuves que vous pouvez trouver, surtout de l'enregistrement par rapport à des magnétos, où il y a aussi des photos, des vidéos. Avec Jérémy, on parlait notamment d'une main qui a été recensée et trouvée il y a des années par des gestionnaires du phare. Vous avez surtout de l'audio, c'est ça? On a beaucoup d'audio au niveau du phare. On a au niveau de l'association des photos d'autres bâtiments historiques de Calais. Parce qu'on a eu aussi la chance de pouvoir visiter d'autres bâtiments et de faire des enquêtes. Et au cours de ces enquêtes, pouvoir capter aussi beaucoup de choses et des photos notamment. Je vous propose, Clémence, de remonter. On va découvrir aussi le matériel que vous utilisez pour vos études et pour vos explorations. Alors là, il n'y a qu'une petite partie de matériel. Je vous ai mis par exemple détecteur EFM. Donc souvent, on voit dans les enquêtes des personnes utilisent des détecteurs pour pouvoir communiquer avec une entité. Alors le seul souci de cet appareil, c'est qu'il faut vraiment être éloigné des autres appareils type téléphone ou ce qui émet des ondes, parce que ça peut fausser les résultats. Quand une entité va s'approcher, les couleurs vont changer. Plus l'entité s'approche, plus ça peut partir vers le rouge. Bon là, donc, vert, on est bien. Le vert, on est bien. Pour l'instant, on est chez elle. Je vous ai mis également une Spirit Box. Alors la Spirit Box va utiliser les ondes radio. En dessous, je vous ai mis un amplificateur, parce que c'est vrai que c'est dur à entendre à l'instant T. Généralement, quand on utilise la Spirit Box, il faut écouter ensuite. Sur l'instant, c'est plus difficile à entendre. Mais après, ça peut donner des messages incroyables. Après, une lampe rouge, parce qu'il faut savoir qu'on n'utilise pas de lampe blanche, c'est des lampes rouges, par exemple la nuit, pour éviter aussi de fausser les résultats. D'accord. Quand on prend des photos ou quand on voit quelque chose au bain, on va plutôt utiliser une lampe rouge. Je vous ai mis aussi tout ce qu'on peut utiliser pour se protéger, parce qu'il faut savoir qu'on ne fait pas des enquêtes comme ça. Oui, parce qu'on a l'impression que les entités sont souvent soit en détresse, parce qu'on l'a entendu dans vos enregistrements, il y a des mots comme help, soit des entités qui peuvent être
agressives. C'est surtout ce type d'entité, des entités que vous pouvez rencontrer. Tout à fait, parce que le paranormal n'est pas un jeu, je le dis souvent. On va l'allumer, donc là il est en forme de bois. Vous pouvez le trouver aussi en forme d'encens, il y a différentes formes. Et le Palo Santo est plus fort que la sauge pour vraiment se purifier. Est-ce qu'il y a un petit peu parfois de critique, de dérision? Est-ce que pour certains c'est risible ou est-ce qu'au contraire ils s'intéressent et ils ont l'esprit ouvert? Oui, on a été étonnés parce qu'au départ quand on a créé l'association, on ne savait pas comment les gens allaient réagir. Après, nous, c'est toujours dans la bienveillance et le respect. Donc, quand des personnes viennent nous voir, on instaure aussi un peu de règles parce qu'il faut avoir un respect des lieux, un respect des entités. Comme je l'ai dit précédemment, ce n'est pas un jeu. Et non, les gens s'intéressent, posent beaucoup de questions. Après, ils vont croire, ne pas croire, chacun est libre. On n'est pas là pour faire une conversion paranormale, pas du tout. On est plutôt là pour présenter une passion, présenter aussi des faits, parce qu'on a quand même des vidéos, certaines preuves. Et après, les gens se font leur propre opinion. Au sein de l'association, combien vous êtes aujourd'hui? Elle est créée depuis quand, cette association Calais Paranormal? Alors, Calais Paranormal Tours est créée depuis 1 an. On vient de fêter nos 1 an le 11 septembre. On a plus de 80 adhérents. Merci beaucoup Clémence de l'association, donc on le rappelle, Calais Paranormal Tours. Voilà. Et des visites sont aussi organisées par la ville de Calais, des visites nocturnes. On va voir si on cherche le paranormal aussi. On va en discuter justement avec Priscilla. Vous êtes chef de projet pour la ville de Calais qui organise des visites nocturnes. Il y a beaucoup de gens apparemment qui sont très demandeurs. Alors côté patrimoine, mais aussi côté paranormal, évidemment, pour ce lieu. Exactement. Quand on lance la communication sur les réseaux, je dois avoir reçu là récemment 900 mails en 1 heure. Donc effectivement, on organise des balades nocturnes depuis 2023. C'est un succès à chaque fois. On a plus de 3000 personnes en liste d'attente. Voilà, donc ça prouve que le patrimoine et ses mystères et le paranormal intéressent beaucoup de personnes. Et ça se ressent durant les visites, les gens qui sont peut-être très interrogatifs sur qu'est-ce qu'on y découvre, est-ce qu'il y a des petites études, est-ce qu'on peut apercevoir des petits sons par-ci par-là ou pas, est-ce qu'ils sont vraiment attentifs et curieux par rapport à tout ça lors des visites? Bien entendu, alors on a des personnes qui sont plutôt intéressées par le patrimoine, par l'historique, mais ces mystères aussi. Et on propose aussi lors de ces balades d'avoir une petite expérience, donc soit avec une médium ou soit avec des enquêteurs. Les enquêteurs, ça marche assez bien parce qu'ils ont des appareils pour tester. Et sur 10 balades que j'ai faites, il y en a certaines qui m'ont fait un peu peur quand même. Vous y croyez, vous, à la base, à ces histoires paranormales? Et peut-être que maintenant vous vous interrogez? Alors à la base, je n'y crois absolument pas. Je pouvais me balader dans les lieux la nuit, j'ai trouvé toujours des réponses à ce qui se passait autour de moi. Là aujourd'hui, je peux pas dire que ça n'est, je sais pas. Je me pose des questions. Il y a quand même eu des choses qui se sont produites. On a aussi fait des enquêtes et on a retrouvé des gens avec qui on aurait parlé. Et d'autres lieux aussi dans Calais? Alors il y a beaucoup de lieux à Calais qu'on peut venir visiter avec beaucoup de mystères. Alors ça s'explique parce que à l'époque, il y a beaucoup de cimetières qui ont été déplacés plusieurs fois. On a aussi connu la guerre, hein, donc on a quand même été bombardés. On a quand même une histoire qui est assez chargée. Donc il y a quand même pas mal de monde, je pense. Merci Priscilla. Moi, je repasse la main à Emmanuel en plateau avec son invité pour débriefer justement ce lieu hanté du phare de Calais. Moi, je vous donne rendez-vous dans quelques instants. On se retrouvera dans l'Andomarois pour continuer à parler du surnaturel. Oui, on vous retrouvera Théo tout à l'heure, ne vous en faites pas. Philippe, Gladys, le phare de Calais, vous avez déjà pu le visiter? Non. Non. On n'a pas encore eu ce plaisir, mais on va tendre l'oreille et peut-être même tenter de prendre contact avec les instances dirigeantes non seulement du phare de Calais, mais en plus l'association, pourquoi pas. Clémence qui nous montrait le matériel, c'est aussi ce matériel-là que vous avez quand vous menez vos enquêtes? C'est lampe rouge, c'est Spirit Box? Oui, c'est un matériel très généraliste qui donne en fait tout ce qui peut nous permettre de mesurer les modifications de champs électromagnétiques par exemple est bon à prendre puisqu'on a constaté qu'il y avait des variations de champs électromagnétiques dès lors où des phénomènes inexpliqués pouvaient se dérouler.
Voilà. Et après, il y a parlé de la fameuse Ghostbox, la PSB7, qui est une radio qui scanne très rapidement les ondes. Ça crée ce fameux chuintement que les fans du paranormal... Voilà, ce fameux bruit blanc, voilà. Et parfois, on a la surprise d'avoir des voix, ce qu'on appelle des voix désincarnées, qui s'intègrent dans ce bruit blanc et qui parfois peuvent émettre des réponses pertinentes. Comme on a pu le voir dans le reportage. Tout à fait. Et puis on parlait dans le reportage, et là Gladys nous a rassuré ici en plateau, la sauge, ça c'est l'élément indispensable pour la protection, parce que, comme l'a dit Clémence, c'est pas un jeu. C'est-à-dire, bien sûr qu'il y a toute la mythologie, ça peut faire rire, mais ce n'est pas un jeu d'enquêter dans le paranormal. Non. Alors, dans ce que vous venez de dire, il y a le mot enquête. Donc, lorsqu'on est enquêteur, déjà, on vient sans a priori. On y va pour collecter des éléments suite à des événements qui potentiellement se seraient déroulés ou non. Voilà, à la demande des commanditaires. Voilà. Nous, on y va, mais on y va pour enquêter. C'est-à-dire qu'on va collecter des informations, on va les traiter et ensuite on va les recommuniquer. Voilà, on va pouvoir éliminer, conjecture par conjecture, les diverses hypothèses. Et à la fin, donc, on arrive à un résultat. Résultat, soit présence paranormale, soit non pas présence. Exactement. Une voiture, un chat, etc. Exactement. Et dans ce cas-là, parce que ça peut être de tout type, ça peut être aussi des raisons géologiques, mécanique, par exemple, des escaliers qui grincent. Voilà, il peut y avoir plein de causes possibles, mais voilà, nous, on y va vraiment avec cette checklist. Et à quel moment, avec cette checklist, vous savez que c'est le paranormal? Pourquoi vous le détectez? Comment et pourquoi ça se détecte? À partir du moment où on est seul dans une pièce et, par exemple, tu en as déjà eu l'expérience plusieurs fois, des prénoms de personnes sont prononcées dans le domaine privé sont prononcées sans que personne n'intervienne. Voilà, bon, on a beau éluder certaines conjectures, celle-ci est quand même assez effarante lorsqu'on le vit. Ça permet aussi on le disait, Clémence le disait dans le reportage, d'éviter toutes ces moqueries qui pourrait y avoir par moment autour de votre métier d'enquêteur du paranormal. Ça vous arrive souvent? On se moque de vous, ou alors on vous invite parce qu'on doute et après on a moins de doutes? Alors, je pense qu'il y a plutôt de la bienveillance. Maintenant, il y a de la bienveillance. Faut savoir que moi, j'ai commencé il y a un certain temps, en 97, pour ma première enquête. En 97, c'est déjà pas une activité qui était connue. Quand je suis arrivé, alors en 97, j'avais 19 ans, j'avais des cheveux jusqu'en bas des épaules, j'étais plutôt rocker et métalleux. Quand je suis arrivé sur mon lieu de première enquête, on m'a regardé avec des grands yeux ronds, me demandant ce que je faisais là. J'expliquais, c'était un peu... je passais inaperçu. Après est arrivé le phénomène de mode nord-américain, des émissions outre-Atlantique, qui a littéralement fait exploser les compteurs. Et là, d'un seul coup, on s'est retrouvé avec beaucoup d'associations, beaucoup d'équipes. Et forcément, dès lors où on crée une augmentation de la masse existante, forcément, il y a en face des personnes qui vont vous faire comprendre que vous n'êtes pas forcément les bienvenus. Voilà. Après de la moquerie, oui, il y en a eu. On a toujours le petit sourire, mais l'hyperabondance de personnes dans les différents salons, par exemple du paranormal, etc., font que tout doucement, la tendance depuis quelques années voit s'inverser. Transition très facile. Alors, je vous ai coupé, Gladys, transition très facile. Salon du paranormal, il y en a eu un au mois d'octobre auquel vous avez participé à Arras. Et on est en ligne avec justement la présidente de Yosenko qui organise ces salons paranormaux. Bonjour Nathalie. Bonjour à tout le monde, bonjour à l'équipe. Bonjour. Voilà, Philippe et Gladys qui sont là aussi, qui vous entendent et qui pourront intervenir. Le 11 et le 12 octobre dernier, donc c'était à Arras. Comment ça s'est passé ce salon à Arras? Vous en êtes contente? Oui, on a eu énormément de monde, donc oui, nous en sommes contents. Alors quand vous dites énormément de monde, ça veut dire à peu près combien de visiteurs? Ça, on peut le chiffrer maintenant? Oui, on était à peu près à 2000 entrées pour le paranormal et pareil pour le bien-être. On était à 4000 entrées sur le week-end, 4-5 000 entrées à peu près. Oui, c'est vrai qu'il y avait deux salons en même temps, un salon paranormal et bien-être. Pour vous, Nathalie, à partir de quand vous avez pu remarquer cet engouement autour du paranormal? Puisque donc Philippe nous parlait en 97, il était un peu regardé tranquillement mais bizarrement. Là, depuis quand vous remarquez cet engouement chez nous en France? Alors moi, j'ai commencé tout ce qui était salon bien-être
art divinatoire en 2005 et je peux dire que déjà à ce moment-là, j'ai constaté vraiment une demande aussi et des questionnements chez les personnes, les visiteurs, oui, il n'y a pas si longtemps. Donc les visiteurs qui viennent sont à la recherche peut-être de réponses, peut-être à la recherche d'enquêteurs pour justement les amener chez eux, ou tout simplement ils sont curieux et ils ont envie de comprendre un peu plus le paranormal. Oui, il y a cette curiosité populaire qui est là. Donc, quand ils viennent sur les salons du bien-être et surtout du paranormal et art divinatoire, on essaye d'assouvir cette curiosité en faisant de l'interaction avec le public. Il y a aussi spirituel chez les personnes qui viennent nous voir et qui ont des questionnements, qui viennent aussi les stands, voir les médiums, voir d'autres exposants. Mais il y a aussi un côté divertissement aussi. Alors, divertissement, médium, qu'est-ce qu'on retrouve habituellement sur ces salons du paranormal? Quels sont les exposants qui viennent, les enquêteurs qui viennent? On retrouve un peu qui? Alors, on a tout d'abord, on a aussi des contacts des fins. On a les médiums, les voyants, en contact des fins ou en voyance. On a aussi les enquêteurs du paranormal. Donc ça, je pense que vous en avez déjà parlé juste avant moi. Oui, il y a des conférenciers qui viennent aussi. Oui. Il y a les conférenciers en ufologie. Voilà, on a aussi des conférenciers qui viennent sur des sujets différents. On peut avoir par exemple le sujet de la Dame Blanche qu'on avait l'année dernière. On a aussi des organisateurs de voyage aussi qu'on a aussi. On a un organisateur de voyage belge qui vient et qui explique un petit peu ses voyages dans des lieux connus où il y a eu des histoires de phénomènes inexpliqués. Et on a aussi un hypnotiseur reconnu en France et en Europe et sur notre tournée. Ça prend combien de temps pour installer un tel salon, pour recruter donc les personnes qui vont venir et après donc le préparer? Combien de temps à chaque fois pour préparer? Parce que là donc c'était 2 jours pleins avec beaucoup de visiteurs comme vous l'avez dit, plus de 2000. Ça prend combien de temps? Moi personnellement je mets 1 an, 1 année pour vraiment tout préparer. Qu'on aille de la prospection de la salle jusqu'à la finalité, la prospection des exposants et des intervenants et l'organisation avec les le côté communication également, publicité, moi je me prends 1 an. Communication, parce que vous êtes très actifs sur les réseaux. Alors vous prenez 1 an et donc en plateau on a Philippe et Gladys. Cette expérience que vous avez vécue au salon du paranormal, donc avec Nathalie qui est venue vers vous, comment ça s'est fait? C'est vous qui avez contacté Nathalie? C'est elle qui est venue vers vous? Elle vous entend, alors allez-y, discutons ensemble. Bonjour Nathalie. Alors Yosenko, c'est une histoire, c'est arrivé donc avec le collègue, dans un premier temps le collègue de Nathalie, Eric, qui s'est simplement rapproché de nous, par le biais également de la maison d'édition Terre des Misanes. Oui. Et par la suite, en fait, c'est une collaboration. Je pense que je parle sous ton couvert, Nathalie. C'est une collaboration en fait qui s'est créée, qui s'est développée. Et voilà, nous on les accompagne depuis maintenant quelques années. On peut parler d'années malheureusement maintenant. Et bon, vraiment, nous on vise surtout tout ce qui est salon au-dessus de Paris. C'est une ligne d'est en ouest en passant par Paris. Voilà, on essaye d'être présent un maximum à ces salons. À côté. Voilà. Des activités. Voilà. De vos activités d'enquêteur. Ouais. Nathalie, une dernière question très très rapide. Dans le salon du paranormal qui avait lieu notamment à Arras, il y a aussi un moment qui est réservé à l'ufologie, donc aux extraterrestres, à Roswell. Vous considérez que c'est du paranormal? C'est le pas de côté? Comment ça entre dans ce type de salon? Alors le paranormal, c'est l'antinormal. Donc Roswell, est-ce normal? Est-ce la normalité? On ne peut pas vous dire, on ne peut pas savoir. L'ufologie, moi je dirais que c'est les deux. C'est vrai qu'on on a le spécimen de Roswell. On est depuis septembre, parce qu'on a fait l'île Grand Palais au mois de septembre, et il va nous suivre toute l'année et vous dire si c'est du paranormal ou de l'ufologie. Ça, c'est une question de point de vue. Voilà, c'est une question de point de vue, c'est de l'extraterrestre, donc de l'extraordinaire, donc ça rentre tout à fait dans le paranormal. Merci beaucoup Nathalie, on va vous laisser retourner à la préparation de vos prochains salons. Merci d'avoir pris du temps avec nous.
vous deux, je vais vous garder jusqu'à demain soir. Pour qu'on revienne, on va découvrir d'autres lieux. On va aussi parler de vos ouvrages et de ce que vous êtes en train de faire maintenant parce que vous voulez rouvrir des cold cases. On va laisser un petit peu de mystère comme ça d'ici demain. Au Nord, c'est Trésors, deuxième partie avec Halloween, avec donc Gladys et Philippe en plateau. Merci à tous les deux. Merci. Merci.